Écoutez, si c'est un bis, je vous assure, on ne peut pas lui redonner la parole. Écoutez, merci Agnès Lebrun, merci Philippe Dallier. Vous allez avoir maintenant quelqu'un qui va, lui au contraire, soutenir l'État avec ferveur. C'est le président du département, Jean-Pierre Barbier. Je vais peut-être appeler rapidement mes vice-présidents avec moi, là, s'ils veulent venir très rapidement derrière moi, comme l'année dernière. Est-ce que c'est bien nécessaire que je fasse un discours, là, maintenant? Je ne sais pas. Tout a été dit. Mais je m'en voudrais de ne pas vous adresser quelques mots, Madame la Ministre, tellement nous sommes heureux en Isère de vous recevoir, de saluer Monsieur le Préfet, de saluer les parlementaires, de saluer bien sûr Mesdames et Messieurs les maires, de saluer le vice-président de la région, de saluer les vice-présidents du département qui sont avec moi, les conseillers départementaux, régionaux, le président de l'association des maires, bien sûr, Daniel Witt, et puis nos deux grands témoins, Agnès Lebrun et Philippe Dallier. Alors d'abord, des remerciements à Daniel Angonin et Rodé Porretta pour leur accueil, un accueil enthousiaste, on peut les applaudir. Tellement enthousiastes qu'ils ont indiqué que ce matin, le THD arrivait en priorité dans le Nord-Isère grâce au président. Ce n'est pas tout à fait vrai, je le dis pour tous les autres, parce qu'après, je ne voudrais pas avoir les doléances de l'ensemble des autres intercommunalités. Le THD arrive plus vite, c'est vrai, mais il faut le temps qu'il arrive de partout. Madame la Ministre, nous sommes heureux de vous accueillir ici dans le Nord-Isère, qui est une véritable locomotive pour le département. Alors la proximité de la métropole lyonnaise n'est certainement pas étrangère à ce pouvoir d'attraction si fort, mais je peux vous assurer d'une chose ici, Madame la Ministre, que c'est l'esprit dauphinois qui règne depuis 1356, quand cette enclave savoyarde a été cédée au roi dauphin. Nous sommes isérois, nous sommes dauphinois, et même si nous regardons vers l'avenir, nous sommes attachés à notre passé. Et je veux bien sûr saluer Daniel Witt pour l'organisation de ce congrès, comme chaque année, qui nous réunit, et puis en ayant une pensée aussi pour notre ami Gérard Seglevat qui nous a quittés. Madame la Ministre, cette année, on a l'honneur de vous recevoir et on en est très heureux. Les terres iséroises sont de bonnes terres, l'air y est très bon. D'ailleurs, beaucoup souhaitent devenir ministre en Isère. Mais pour ceux qui le sont, parfois l'air n'est pas forcément bénéfique. Le dernier en date, c'est Gérard Collomb qui nous a visités et 2 jours après, on sait ce qui lui est arrivé. J'espère que tout ceci ne se reproduira pas. Plaisanterie mise à part, Madame la Ministre, c'est avec beaucoup de chaleur et nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui parce que vous avez le courage de venir rencontrer les élus locaux que nous sommes. Et c'est vrai, et ça a été entendu et ça a été dit, on a connu des temps meilleurs. Alors c'est vrai que je vais vous parler beaucoup du département, mais je suis un élu local et j'ai les mêmes problématiques que l'ensemble des collègues maires qui sont ici, maires ou élus. Alors, je ne vais pas vous parler du présupposé âge d'or des collectivités où l'on pouvait dépenser sans compter. Non, je n'ai jamais été et je n'ai jamais considéré que la dépense publique à tout va était la solution. Je fais simplement référence à une époque où les collectivités avaient la confiance des gouvernements pour accompagner les initiatives locales. Une confiance qui s'est construite doucement, lentement, depuis les lois de décentralisation de Gaston Defferre en 1983, depuis la loi constitutionnelle de 2003 avec l'action décentralisée de la République française. Ces lois ont été faites pour les territoires et avec les territoires. Elles ont réveillé la France, elles ont libéré des énergies, elles ont réconcilié les Français avec les élus locaux en rapprochant les centres de décision des citoyens. Madame la Ministre, après les libertés individuelles, les libertés locales sont peut-être les plus importantes de notre pacte républicain, car ce sont elles qui nous permettent d'agir au plus proche des fractures territoriales. Et pourtant, aujourd'hui, Madame la Ministre, elles sont remises en cause par le gouvernement, à tel point que l'on peut se poser la question d'une recentralisation galopante.
Le président de la République nous avait proposé un pacte girondin il y a un an. Aujourd'hui, ce pacte est jacobin. Commençons par le pacte financier. 322 collectivités sont dans l'obligation de le respecter, dont le département de l'Isère. Un principe clair qu'on va rappeler quand même parce qu'il n'est pas neutre. Interdiction de réaliser une hausse des dépenses de fonctionnement supérieure à 1,2% de l'année précédente. Vous signez, vous êtes pénalisé à 75% du dépassement par la retenue de DGF. Vous ne signez pas, vous êtes pénalisé à 100%. Vous dépensez 1 euro de plus, vous en payez 2. J'ai bien relu le Larousse de savoir de ce que voulait être un pacte. Un contrat, ça signe à 2 normalement, Madame la Ministre. Et les 2 doivent y trouver leur compte. Eh bien, dans ce pacte, qui n'en est pas un, qui est un diktat, nous sommes les seuls, dans les collectivités concernées au niveau du département de l'Isère, nous sommes les seuls à ne pas l'avoir signé. Alors sûrement parce que je suis un Gaulois réfractaire, mais ici, certains le savent bien. Mais surtout, pour 2 raisons essentielles. Même si le Conseil constitutionnel a validé ce pacte, je considère qu'il y a une réelle atteinte à la libre administration des collectivités. Et puis parce que si nous sommes prêts à accepter de limiter nos dépenses de fonctionnement que nous pouvons maîtriser, les frais généraux, les frais de personnel et autres, nous ne sommes absolument pas d'accord pour être comptables des dépenses de fonctionnement que nous ne maîtrisons pas. Et parce que nous sommes constructifs, nous avons proposé un autre pacte, plus cohérent, plus intelligent, c'est-à-dire expurger des dépenses obligatoires dont nous ne pouvons pas, par définition, maîtriser l'augmentation. L'aide aux personnes âgées, dont le nombre va croissant, l'aide pour les personnes handicapées, pour les bénéficiaires du RSA. Et en ce sens, Madame la Ministre, je considère que le pacte financier est pervers. Implicitement, vous nous contraignez à diminuer nos services auprès des personnes les plus fragiles. Et demain, quand nous ne pourrons plus assumer ces compétences, c'est nous qui serons rendus responsables de la situation. D'autant plus, et vous le savez, partout en France, mais particulièrement en Isère, nous sommes confrontés à l'afflux non contrôlé des mineurs non accompagnés. Leur nombre a été multiplié par 10 ces 2 dernières années. Pour y faire face, nous avons multiplié nos budgets par 4. Madame la Ministre, nous assumons nos responsabilités et nous attendons du gouvernement qu'il en fasse de même, plutôt en nous accompagnant, plutôt qu'en nous culpabilisant sans cesse, en nous accusant d'être des mauvais gestionnaires, en sous-entendant que l'on dépense un pognon de dingue et dans le même temps, nous obliger à un plan de pauvreté. C'est vrai qu'avec ce plan, le gouvernement et les parlementaires n'ont pas été avares de bonnes idées. La cantine à 1 euro, l'accompagnement des jeunes majeurs, mais on a juste oublié l'essentiel. Qui va payer? Une chose est sûre. Une chose est presque sûre, pas l'État, avec une dette qui a encore augmenté de 45 milliards d'euros en un an, ce qui porte désormais notre dette publique à 99% du produit intérieur brut. Milliards, pardon. Bah oui, ça aurait été trop beau. Pensez-vous, Madame la Ministre, devoir continuer à contraindre les départements à augmenter leurs dépenses de fonctionnement et en même temps les pointer du doigt pour leur mauvaise gestion? Comme vous le faites d'ailleurs aujourd'hui, et les maires s'en sont émus, avec les communes, alors que pour les collectivités, contrairement à l'État, nous n'empruntons pas pour notre fonctionnement. C'est notre règle d'or, que cette règle s'applique d'abord à l'État, et ensuite on pourra peut-être continuer à discuter, parce que ce pacte, nous le respectons même sans l'avoir signé. Depuis 3 ans, le budget de fonctionnement du département n'a pas augmenté de plus de 1%. Et les charges à caractère général, celles que l'on peut maîtriser, ont même baissé de 15% en 3 ans. Alors même, et vous avez raison de le signaler, les baisses de dotation drastiques que nous avons subies avec la précédente majorité, 160 millions d'euros de moins par an. 160 millions d'euros, ça ne veut rien dire, c'est juste
le budget que l'on alloue chaque année pour les personnes handicapées. Alors, Madame la Ministre, le département s'attache à optimiser son fonctionnement et ne pas dépenser plus que nécessaire pour la conduite de nos politiques et notamment celle à destination des communes. C'est pour cette raison que nous vivons très mal ce pacte financier qui s'apparente, si j'ose le dire, et je vais oser, à un pacte de défiance. On nous dit qu'il est plus intelligent de faire des coupes franches dans les dotations de l'État, notamment parce que ça préserve les dépenses d'investissement. Cela a été dit, je vais le répéter. Oui, les dépenses de fonctionnement sont concernées par ce pacte, mais les dépenses d'investissement aussi, forcément, à terme. Tout le monde sait bien, tous les élus ici présents le savent, et ils vous l'ont dit, toute dépense d'investissement génère de la dépense de fonctionnement. Quand on construit un collège, ce n'est pas pour se faire plaisir, c'est pour répondre à l'augmentation démographique. Il y a l'investissement et demain, il y aura le fonctionnement. Quand on construit une école, comme j'étais hier au soir à la Verpillière, avec une magnifique école, il y a de l'investissement, mais derrière, il y a du fonctionnement parce que ce sont les communes, ce sont les collectivités qui préparent l'avenir de nos territoires. Et elles sont, et vous le savez, les acteurs essentiels de l'économie locale. Tous les responsables des fédérations du bâtiment et du travaux publics savent pertinemment que sans l'investissement public, eh bien, ce seront des emplois que nous perdrons dans nos territoires et ce sera encore plus catastrophique. Le département n'a plus la compétence économique depuis la loi NOTRe, qui décidément n'est pas la mienne, même si le département aujourd'hui, on vient le chercher sur des compétences qui ne sont plus les siennes, mais parce qu'il faut bien trouver des financeurs. Alors, Madame la Ministre, ce pacte financier est un peu emblématique d'un mode de gouvernement vertical, très déconnecté des territoires. Je vais vous citer quelques exemples. Le 80 km/h. Plutôt que de concerter les principaux gestionnaires des réseaux, c'est-à-dire les départements, le Premier ministre a décidé, tout seul, d'ailleurs sans même concerter le ministre de l'Intérieur en charge de la réglementation, si j'en crois ses déclarations passées. Est-ce que ceci vous paraît logique? Même chose, quand il y a eu 150 000 contrats aidés supprimés en 2017, les acteurs locaux n'ont pas été associés à cette décision brutale. Il a fallu trouver des solutions immédiates parce que ces 150 000 contrats aidés, eh bien, accompagnaient des personnes en difficulté dans les EHPAD, des personnes handicapées. J'entends aussi dire, et ça c'est une petite musique qui dure depuis un certain nombre d'années, qu'on va réorganiser les territoires et que les métropoles vont aller sur le scénario lyonnais. Plusieurs présidents de métropole ont été conviés à l'Élysée. Parfait, très bien. Les seuls absents, ce sont les présidents de département. Est-ce que vous pensez sérieusement que l'on peut construire une politique territoriale en invitant que les uns et pas les autres? Est-ce que la métropolisation doit venir l'alpha et l'oméga de la politique territoriale? Sûrement pas. Parce que ferons-nous des territoires interstitiels? Que deviendront nos territoires ruraux? Et pour moi, qui suis garant des solidarités territoriales, bien évidemment, Madame la Ministre, je ne peux pas l'accepter. Alors, Mesdames et Messieurs les maires, présidents de PCI, le département reste le premier partenaire des communes. 50 millions d'euros chaque année sont alloués à l'aide aux communes dans le département de l'Isère. On a mis 4 millions de plus qu'en 2017 parce qu'on veut soutenir l'investissement de nos communes. On a fait un plan de relance de 100 millions d'euros. 1000 projets structurants ont pu être réalisés sur le département et 80% des entreprises iséroises ont pu travailler. Mais aujourd'hui, ce lien de confiance que nous avons tissé avec l'ensemble des élus qui sont ici est menacé, non pas de notre propre initiative, mais par ce qui nous est proposé. Le pacte financier, je l'ai dit, mais la réforme de la fiscalité, la perte de la taxe d'habitation pour les communes aura forcément des conséquences sur nos territoires. Alors bien sûr, on nous dit, mais comme à chaque fois, vous ne tracassez pas, tout ceci va être compensé à l'euro près. Mais la question a été posée, qu'est-ce qui va se passer quand de nouveaux arrivants vont être sur les communes? L'État sera-t-il prêt à compenser de manière dynamique la perte initiale? Et surtout, comment compte-t-il s'y prendre? En dénonçant auprès de la population les maires lorsqu'ils auront augmenté leur fiscalité, alors qu'ils ne peuvent même plus faire face à leurs obligations initiales?
en accordant une nouvelle dotation de compensation, en nous exposant une baisse de cette dernière, parce que il y a aussi quelque chose qui est dit. On nous dit, oui, mais c'est mieux, parce que les dotations ne baissent pas. C'est faux. Le fonds de péréquation de la taxe professionnelle, les montants sont alloués au département par l'État. Ils ont baissé de 14%. Et les départements ont réparti moins, forcément, parce que nous avons moins. Et d'ailleurs, je reçois des courriers de maires ou des déclarations sur France Bleu Isère qui disent « Le département baisse ses dotations ». Non, non, chers collègues, le département baisse rien. C'est le fonds de péréquation qui baisse au niveau de l'État et nous sommes bien obligés de répartir cette baisse sur vous tous. L'autre idée de génie, bien sûr, c'est de transférer la taxe foncière des départements vers les communes. Et oui, la belle aubaine, on va habiller Paul en déshabillant Pierre, et le département, lui, devrait bénéficier d'autre chose. Quoi? On ne sait pas vraiment, mais ce qu'il y a de sûr, Madame la Ministre, et tous les maires l'ont bien compris ici, on est dans un jeu de domino fiscal. Et au final, qui est-ce qui va tirer la dernière carte? Vous savez, le mistigris. Qui est-ce qui va être obligé de dire « Mais moi, on m'a enlevé quelque chose, on ne me le compense plus ». Ben, c'est ça la question qui se pose. C'est quel est le dernier qui va bénéficier de cette carte et qui, lui, sera obligé d'aller devant le contribuable et dire ben, « Écoutez, moi, je suis désolé, on ne m'a pas compensé, ben, il faut que j'augmente l'impôt ». Et ainsi, la responsabilité de la fiscalité de l'État sera transférée sur la pauvre collectivité qui devra augmenter sa fiscalité. Alors face à tout ça, on sanctuarise notre aide aux communes parce que nous y sommes attachés et parce qu'on sait que les forces vives sont sur nos territoires. Je veux saluer Christian Rival, le premier vice-président qui aujourd'hui est fatigué et je lui souhaite un bon rétablissement. Il a beaucoup travaillé avec toute la majorité cet été pour faire en sorte que le respect de cette règle de 1,2% qui s'applique dès cette année. C'est-à-dire qu'on nous a laissé voter nos budgets 2018 et en cours de route, on nous dit « Oups, vous avez voté le budget, on avait oublié de vous dire, c'est 1,2%. » Ah bah oui, mais c'est comme ça que ça se passe. Et nous, on est dans la vraie vie. Et la vraie vie, c'est la décision modificative numéro 2 sur laquelle on devait prendre des décisions. Mais au-delà de tout ça, Madame la Ministre, derrière ce pacte, c'est finalement ce qui nous inquiète le plus, c'est la perte de proximité des services du département auprès des citoyens. Parce que, in fine, c'est ce qui risque de se passer, et la question a été aussi posée par un maire. Oui, le département apporte un service de proximité, mais tout ceci a un coût, une raison d'être. Les départements sont les garants des solidarités humaines. Et moi je veux, parce que je le fais à chaque fois, mais je veux saluer le travail des 4700 agents du département, de tous les fonctionnaires territoriaux qui en ont peu assez d'être toujours assimilés à ceux qui creusent la dette du pays et qui n'apportent aucun service à la population. C'est faux, Madame la Ministre. Nous avons des fonctionnaires qui remplissent leur mission parce que nous avons des compétences et parce que nous souhaitons le faire. Et d'ailleurs, nous le faisons aussi avec l'État, avec les maisons de services au public. Nous mutualisons parce que nous avons envie d'avancer. Et surtout, Madame la Ministre, ne reproduisons pas les mêmes erreurs partout dans notre pays. On voit des quartiers entiers où l'État, la République a reculé. Pas depuis 3 ans, depuis 30 ans. Depuis 30 ans, la République recule dans certains quartiers. On voit le résultat aujourd'hui. Est-ce que vous voulez qu'avec ce recul, tout ceci se passe à nouveau sur l'ensemble de nos territoires? Bossuet disait « Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes ». C'est un peu ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, nous devons avoir cette mémoire parce qu'il ne faut pas reproduire les mêmes erreurs. Et cette défiance que nous ressentons vis-à-vis des collectivités est incompréhensible. Parce que l'innovation part des territoires. Madame la Ministre, je suggère au gouvernement non pas de traverser la rue, mais de faire comme vous le faites, d'aller dans les territoires
Il faut arrêter de croire, comme cela a été dit, que l'innovation appartient aux seules élites parisiennes. Le département est un laboratoire d'idées. L'innovation est au cœur de chacune de nos politiques afin d'améliorer le quotidien de nos concitoyens et de réduire toutes les fractures sociales, les fractures territoriales et la fracture numérique. Alors, laissez-nous expérimenter, traçons de nouveaux chemins, construisons de nouvelles pistes. Nous l'avons fait sur le RSA. On aurait pu se dire que le RSA, il suffisait de faire un chèque à la fin du mois et puis le travail était fait. Non, ce n'est pas là-dedans que nous nous sommes engagés. Nous nous sommes engagés dans la réciprocité, une réciprocité consentie avec les bénéficiaires du RSA. Et aujourd'hui, au bout de 3 ans, le nombre de bénéficiaires du RSA a baissé de 10% dans notre département. C'est quelque chose qu'il faut faire, Madame la Ministre, mais je vais y venir, parce qu'il faut savoir dépenser parfois un peu plus pour quelques années après faire de grandes économies. D'ailleurs, cette réciprocité consentie a été reprise dans le plan pauvreté qui a été proposé par le gouvernement, comme quoi, nous aussi, nous pouvons avoir de bonnes idées. On a aussi des bonnes idées sur la compétence GEMAPI. Je ne vais pas m'appesantir, mais la mutualisation que nous proposons sur tout le département est quelque chose d'intelligent. Nous créons un pôle agroalimentaire pour défendre nos agriculteurs partout, avec la métropole de Grenoble, avec le Voironnais, avec le Grésivaudan. Madame la Ministre, mon message, parce qu'on ne peut pas être que dans le constat et l'invective. Ce qu'il faut absolument, ce que nous faisons depuis des années, c'est d'essayer de créer ce lien de confiance entre le département, les communes et nos concitoyens. Je dirais que c'est notre mode de fonctionnement et nous continuerons à le faire. Rétablir la confiance entre l'État et les élus locaux, c'est ce que nous appelons communément de nos vœux, Madame la Ministre. Il faut que nous avancions tous d'un seul pas, l'État, les collectivités, les citoyens. Et pour cela, Madame la Ministre, il faut de la confiance. Montrons l'exemple à nos concitoyens, Depuis des années, notre pays souffre de cette défiance et elle est généralisée. Et c'est dommage, parce que nous avons tous les ingrédients de la réussite. Alors, en ces périodes d'incertitude, Madame la Ministre, et c'est très sincère, je vous souhaite de pouvoir continuer votre mission. Et d'ailleurs, dans la permanence de l'État, le président de département que je suis entretient d'excellentes relations avec Monsieur le Préfet, avec l'ensemble des représentants de l'État, parce que notre territoire, tous les territoires doivent avancer intelligemment dans le respect et l'équilibre des compétences des uns et des autres. Plus de liberté pour nos collectivités, plus d'égalité pour nos territoires, plus de fraternité pour nos concitoyens, voilà l'esprit de l'appel de Marseille et dont je me fais aujourd'hui le relais. Oui, chers collègues, le département prépare l'avenir avec des politiques ambitieuses. Oui, le département continuera d'être le premier partenaire des collectivités territoriales pour que vive le département et vive l'Isère.